Ma vie s'était enlisée dans la grisaille industrielle de l'île, comme un bateau échoué sur une plage de ciment et d'acier. 37 années d'enseignement dans le lycée technique Pasteur, coincé entre l'autoroute A25 et une zone commerciale tentaculaire, avait progressivement éteint cette flamme qui m'animait jadis quand j'avais choisi ce métier par vocation pure et naïve. Les salles de classe sentaient le désinfectant chimique et la résignation, les néons clignotants projetaient leur lumière blafard sur des visages d'adolescents blasés qui regardaient leur téléphone portable avec plus d'attention qu'ils n'en accordaient jamais à mes cours de littérature française. Les murs couleur vers hôpital chantaient l'ennui et l'indifférence, décorés seulement d'affiches déchirées rappelant les consignes de sécurité et les interdictions diverses qui régissaient notre univers carcéral déguisé en établissement scolaire. Chaque matin, le trajet en voiture à travers la banlieue lilloise me plongeait un peu plus profondément dans cette mélancolie sourde qui rongeait mon enthousiasme d'autrefois. Les rues interminables bordées de maisons ouvrières identiques aux façades noircies par la pollution s'étiraient sous un ciel perpétuellement gris, chargé des fumées des usines qui crachaient jour et nuit leur panache toxique dans l'air que nous respirions tous. Les ronds-points se succédaient dans une monotonie hypnotique, ponctuant ce paysage urbain désolé de leurs jardinets rachitiques où quelques fleurs anémiques tentaient vainement d'égayer le bitume omniprésent. Même en plein été, cette région du nord semblait baignée d'une lumière terne et fatiguée, filtrée par les vapeurs industrielles qui transformaient le soleil en disque blême et sans chaleur. Les journées s'écoulaient dans une routine abrutissante qui avait fini par vider mon existence de toute saveur et de tout sens. Sonnerie stridente à 7 heures, coups magistraux devant des élèves à mort qui subissaient ma présence comme une corvée inévitable, pause café dans une salle des professeurs enfumés où mes collègues se plaignaient sans fin des réformes successives et de la baisse du niveau général. Nous étions devenus des fonctionnaires désabusés, des gardiens blasés d'un temple du savoir en ruine, répétant mécaniquement les mêmes leçons, les mêmes exercices, les mêmes évaluations dans un balai d'automatisme qui avait tué depuis longtemps toute spontanéité et toute créativité. Mes soirées se résumaient à corriger des copies bâclées dans mon appartement sombre du centre-ville, face à la télévision qui débitait ses programmes insipides, avant de m'endormir vers minuit dans un lit froid où je rêvais parfois encore de mes premières années d'enseignement, quand j'arrivais à transmettre ma passion pour Rimbaud et Verlaine à des jeunes gens aux yeux brillants d'intelligence et de curiosité. Ce matin de novembre particulièrement maussade, alors que je regardais par la fenêtre de ma classe vide la bruine glacée qui tombait sur la cour de récréation jonchée de détritus, transformant l'asphalte en miroir terne qui reflétait la misère du monde, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Une fatigue existentielle profonde, plus lourde que toutes les autres, s'est abattue sur mes épaules comme une chape de plomb. Mes mains tremblaient en tenant la pile de copies que je n'arrivais plus à corriger. Mes yeux se voilaient de larmes que je retenais avec peine, et ma respiration se faisait de plus en plus courte et saccadée. Les mots dansaient devant mes yeux fatigués, les phrases perdaient leur sens, et j'ai compris que j'étais en train de faire une crise d'épuisement professionnel, ce fameux burn-out dont on parlait de plus en plus dans les médias, mais que je croyais réservé aux autres, aux plus faibles, aux moins résistants que moi. Le médecin scolaire, appelé en urgence par ma collègue Martine qui m'avait trouvé prostré à mon bureau, incapable de prononcer un mot cohérent, a diagnostiqué un épuisement nerveux sévère nécessitant un arrêt de travail immédiat et prolongé. « Vous êtes au bout du rouleau, monsieur Dubois », m'a-t-il dit avec cette compassion fatiguée des praticiens qui voient défiler trop de cas similaires. « Il faut vous éloigner de tout cela avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre tandis que je rassemblais machinalement mes affaires dans ce bureau qui avait été ma prison dorée pendant tant d'années, regardant une dernière fois par la fenêtre cette cour grise où s'agitaient des adolescents qui ne sauraient jamais à quel point leur professeur de français était passé près de sombrer définitivement dans la dépression et l'amertume. C'est en vidant mes tiroirs que j'ai trouvé cette lettre oubliée de ma tante Clémence, décédée 6 mois plus tôt, qui m'informait qu'elle me léguait sa maison dans un petit village de l'Aveyron appelé Saint-Flour-de-Mercoire, où elle avait enseigné pendant 40 ans dans l'école communale avant de prendre sa retraite. Cette école a besoin d'un nouveau maître, avait-elle griffonné de sa belle écriture d'institutrice. Et toi, mon petit Alain, tu as besoin de retrouver ton âme d'enseignant avant qu'elle ne s'éteigne complètement dans cette jungle urbaine qui dévore les rêves de nos enfants. La lettre de tante Clémence tremblait entre mes doigts comme une feuille d'automne portée par le vent.
Ces mots tracés à l'encre violette dansant devant mes yeux encore humides des larmes de fatigue et d'épuisement que je n'avais plus la force de retenir. Mon cher Alain, lisais-je pour la 5e fois consécutive dans le silence feutré de mon appartement lillois où les radiateurs cliquetaient tristement contre le froid de novembre, si tu reçois cette lettre, c'est que le bon Dieu m'a rappelé à lui et que le moment est venu pour toi de prendre une décision capitale. L'école de Saint-Flour-de-Mercoire cherche depuis 3 mois un instituteur titulaire pour remplacer M. Bertrand qui a pris sa retraite après 35 ans de bons et loyaux services. Le poste est à pourvoir immédiatement, avec logement de fonction dans ma maison que je te lègue en espérant qu'elle saura te rendre le sourire que tu avais perdu lors de nos dernières rencontres. 7 ans que j'avais si peu vu ces dernières années, occupé que j'étais par ma routine métro-boulot-dodo lilloise, avait donc observé ma déchéance progressive avec la lucidité bienveillante des vraies éducatrices qui savent reconnaître les signes de détresse chez ceux qu'elles aiment. Nos rares conversations téléphoniques lui avaient suffi pour diagnostiquer cette lente agonie professionnelle qui me minait depuis des années, cette érosion imperceptible de la passion pédagogique qui m'avait un jour poussé vers les métiers de l'enseignement avec l'enthousiasme candide d'un jeune idéaliste convaincu qu'il allait changer le monde en transmettant l'amour des lettres aux générations futures. Tu te souviens, continuait sa lettre de sa calligraphie parfaite apprise dans les écoles normales d'autrefois, quand tu venais passer tes vacances d'été chez moi, dans cette maison au volet vert qui donne sur la cour de l'école, tu courais dans tous les sens, tu fouillais dans mes livres de classe, tu jouais au maître d'école avec tes cousins en utilisant mon vieux tableau noir comme si c'était le plus beau jouet du monde. Cette vocation-là ne peut pas s'éteindre complètement, mon petit Alain. Elle dort simplement sous les couches de découragement et de fatigue que t'ont imposé ces années difficiles dans ta grande ville. Viens la réveiller dans le silence de nos montagnes, dans la simplicité de nos enfants qui ont encore faim d'apprendre. Le maire de Saint-Flour-de-Mercoire, un certain M. Pradel dont le nom figurait en post-scriptum, m'avait effectivement téléphoné 2 semaines auparavant pour me proposer ce poste, mais j'avais poliment décliné sans même prendre le temps de me renseigner sur ce village perdu dont je ne savais rien, hormis qu'il se trouvait quelque part dans les montagnes aveyronaises, loin de tout, loin des commodités urbaines auxquelles je pensais être définitivement attaché. L'idée de quitter l'île, mon appartement, mes repères, mes habitudes, même détestées, me terrifiait plus qu'elle ne m'attirait. Comment abandonner une carrière de 37 ans, un salaire confortable, une retraite qui se profilait dans 8 années, pour partir vers l'inconnu rural qui me semblait appartenir à un autre siècle, à une autre époque révolue de l'enseignement français. Mais ce soir-là, assis dans mon canapé défoncé face à la fenêtre qui donnait sur la rue commerçante aux néons agressifs, relisant inlassablement les mots affectueux et prophétiques de tante Clémence, j'ai senti pour la première fois depuis des années quelque chose bouger dans ma poitrine engourdie, un frémissement ténu mais réel qui ressemblait à de l'espoir ou du moins à de la curiosité. Saint-Flour-de-Mercoire, ce nom chantait à mes oreilles comme une mélodie oubliée, évoquait des images d'Épinal d'une France profonde et authentique que je croyais disparue à jamais sous les coups de boutoir de la modernisation à outrance et de l'urbanisation galopante qui transformait notre pays en un immense supermarché à ciel ouvert. Internet m'a permis de découvrir quelques photos de ce village accroché à flanc de montagne, ces maisons de pierre blonde serrées autour d'un clocher roman, ces ruelles pavées qui serpentaient entre des jardins fleuris, sa petite école aux murs jaunes qui trônait fièrement au cœur de la commune comme un phare de savoir et de culture dans cette mer de verdure et de tranquillité. 238 habitants selon le dernier recensement, soit exactement 10 fois moins que le nombre d'élèves que je côtoyais chaque jour dans mon lycée-caserne lillois. Une classe unique de 17 enfants âgés de 6 à 11 ans, une cour de récréation ombragée par des tilleuls centenaires, un logement de fonction avec jardin potager et vue imprenable sur les monts d'Aubrac. Tout cela paraissait irréel, trop beau pour être vrai, comme une publicité mensongère pour vanter les charmes d'un art de vivre que notre époque avait relégué au rang des curiosités folkloriques. 2 jours plus tard, par un matin où la bruine lilloise semblait particulièrement acharnée à transformer ma ville en aquarium géant aux vitres sales, j'ai composé le numéro de M. Pradel avec des mains qui tremblaient d'émotion contenue. Sa voix chaleureuse et chantante, marquée par cet accent du midi qui transforme chaque phrase en caresse pour l'oreille, m'a immédiatement rassuré et conquis. Ah, Monsieur Dubois, je commençais à désespérer. Vous savez,
Notre petite école a un besoin urgent de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui connaît vraiment son métier et qui saura transmettre aux enfants cette passion des belles lettres qui se perd de plus en plus dans nos campagnes. Quand pouvez-vous venir nous rendre visite? Tante Clémence nous a tellement parlé de vous. Elle était si fière de son neveu parisien. Une semaine plus tard, ma Citroën chargée de quelques affaires indispensables roulait sur l'autoroute A75 qui traverse le Massif central dans toute sa splendeur sauvage et grandiose. À mesure que je m'éloignais de l'île et de sa grisaille industrielle, que les paysages se transformaient progressivement des plaines du nord au plateau de l'Auvergne puis au premier contrefort de l'Aubrac, je sentais quelque chose de noué depuis longtemps dans ma poitrine se détendre lentement, comme un ressort trop longtemps comprimé qui retrouve enfin sa forme naturelle. Les kilomètres défilaient sous mes roues, emportant avec eux des années de routine abrutissante, de désillusions professionnelles, de fatigue existentielle qui avait fini par faire de moi un zombie en costume-cravate, un mort-vivant qui accomplissait machinalement les gestes d'un métier qu'il avait cessé d'aimer. Le panneau Saint-Flour-de-Mercoire, 238 habitants, apparut dans mes phares comme une promesse de renaissance, planté au bord d'une route départementale qui serpentait entre des prairies d'un vert impossible où paissaient paisiblement des vaches au braque aux robes fauves. Mon cœur battait de plus en plus fort à mesure que ma voiture gravissait la pente douce qui menait au village, comme si j'approchais d'un rendez-vous capital avec mon destin. Et quand les premières maisons de pierre dorée sont apparues dans la lumière déclinante de cette fin d'après-midi d'automne, j'ai su que ma vraie vie allait enfin commencer. Saint-Flour-de-Mercoire se révélait à moi dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi d'octobre comme un miracle architectural préservé par quelque bonne fait des ravages de la modernité destructrice. Le village s'étalait en gradins harmonieux sur le flanc d'une colline douce. Ces maisons de pierre calcaire au toit de l'ose grise brillaient comme des joyaux anciens dans les derniers rayons du soleil couchant qui transformaient chaque façade en page d'enluminure médiévale. Aucune construction moderne ne venait gâcher cette perfection héritée des siècles passés. Pas de pavillon de banlieue crépi-criard, pas de zone commerciale tentaculaire, pas de rond-point fleuri de géraniums municipaux, rien que cette beauté brute et authentique d'un patrimoine rural français qui avait traversé les époques sans céder aux modes et aux facilités du progrès mal compris. Les ruelles pavées de galères ont serpenté entre les demeures séculaires comme des rivières de pierre polie, bordées de murets bas où la mousse et les capillaires avaient pris leurs aises dans les interstices, créant ces jardins spontanés que seul le temps s'est composé avec un art consommé. Des glycines centenaires cascadaient depuis les toitures en formant des tonnelles naturelles, leurs grappes violettes séchées se balançant doucement dans la brise d'automne qui portait les senteurs mélangées du bois qui brûle dans les cheminées, de la terre humide des jardins potagers, et de cette odeur indéfinissable et rassurante des vieilles pierres qui ont abrité des générations d'existences simples et heureuses. La fontaine du village chantonnait sa mélodie éternelle au centre d'une petite place triangulaire où se dressaient quelques bancs de bois vermoulus sous un tilleul tricentenaire, dont les feuilles jaunies tombaient en pluie dorée sur les pavés disjoints. Une épicerie au volet vert, une boulangerie qui embaumait encore le pain du matin, un café-restaurant à la façade ornée d'une treille de vignes vierges. Tout respirait cette tranquillité profonde des communautés rurales qui ont su préserver leur âme et leur caractère face aux assauts répétés de la standardisation urbaine. Quelques habitants âgés, assis sur le pas de leur porte, regardaient passer ma voiture étrangère avec cette curiosité bienveillante et discrète des gens de la campagne qui savent encore prendre le temps d'observer et de saluer. Mais c'est quand mes yeux se sont posés sur l'école communale que mon cœur s'est mis à battre la chamade et que j'ai senti les larmes monter irrésistiblement, noyant ma vue et m'obligeant à garer précipitamment ma voiture sur le bas-côté. Cette école, ces murs d'un jaune de tournesol éclatant qui tranchaient joyeusement sur la pierre blonde des maisons alentours, ces grandes fenêtres aux huisseries blanches fraîchement repeintes qui laissaient deviner l'intérieur baigné de lumière naturelle, cette cour de récréation ombragée par des marronniers au feuillage roussi par l'automne. Tout cela correspondait exactement à l'image d'Épinal que je m'étais forgée de l'école idéale pendant mes études à l'école normale, cette vision romantique et nostalgique d'un temple du savoir enraciné dans son terroir, intégré harmonieusement à la vie du village, aimé et respecté par toute la communauté. Au-dessus de la porte d'entrée principale, gravée dans une plaque de marbre aux lettres dorées que le temps avait patinées sans les effacer, une inscription républicaine proclamait fièrement « École communale de Saint-Flour-de-Mercoire, liberté, égalité, fraternité, 1882 ».
Cette date me rappelait l'époque héroïque de Jules Ferry et de ses hussards noirs de la République, ces instituteurs dévoués qui avaient sillonné la France profonde pour apporter l'instruction et les valeurs démocratiques aux enfants des campagnes, bravant souvent l'hostilité des notables locaux et l'indifférence de populations rurales méfiantes envers toute nouveauté venue de la capitale. Combien de générations d'enfants aveyronnais avaient franchi ce seuil pour apprendre à lire, écrire et compter, pour découvrir les merveilles de la géographie et de l'histoire de France, pour réciter leurs premiers poèmes de Victor Hugo et de François Coppée. La maison de fonction qui jouxtait l'école était exactement telle que me l'avait décrite tante Clémence dans ses lettres d'autrefois. Une charmante bâtisse à un étage au volet vert, entourée d'un jardinet clos de murs bas où poussaient en liberté des rosiers anciens, des lavandes, des santolines et toute une pharmacie naturelle d'herbes aromatiques que ma tante cultivait avec l'art consommé des femmes de sa génération. Un puits à margelle de pierre trônait au centre de cette petite oasis végétale, surmonté d'une poulie rouillée et d'un seau de bois qui témoignait d'une époque pas si lointaine où l'eau courante n'existait pas encore dans nos campagnes reculées. Monsieur Pradel, le maire, m'attendait sur le perron de l'école avec ce sourire chaleureux et cette poignée de main franche des hommes du Midi qui savent encore accueillir les étrangers comme des amis potentiels plutôt que comme des intrus à surveiller. Petit homme râble aux cheveux blancs et aux yeux pétillants de malice paysanne, il portait cette veste de velours côtelé brun et cette casquette de feutre qui semblait sortir tout droit d'un film de Pagnol. Alors, monsieur Dubois, que pensez-vous de notre petit paradis? Tante Clémence avait raison, n'est-ce pas? Cette école a besoin de vous autant que vous avez besoin d'elle. Venez donc visiter votre nouveau domaine. En franchissant le seuil de cette classe unique aux murs jaunes d'or baignés par la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers les grandes fenêtres orientées sud, j'ai ressenti une émotion si intense que j'ai dû m'appuyer au chambranle de la porte pour ne pas défaillir. Tout était là, intact et préservé comme dans mes rêves les plus fous d'enseignants idéalistes. Le plancher de bois ciré qui craquait doucement sous les pas, le grand tableau noir au reflet vert bouteille où s'attardaient encore quelques traces de craie blanche, les pupitres d'autrefois aux encriers de porcelaine bleue alignés en rang parfait face à l'estrade où trônait le bureau magistral en chêne massif, l'armoire vitrée remplie de livres aux reliures colorées qui sentaient bon le papier. Ancien et l'encre violette, la carte de France de Vidal-Lablache punaisée au mur avec ses départements aux couleurs pastel et ses petites épingles à tête rouge plantées sur les préfectures. Cette classe respirait l'amour de l'enseignement et le respect de la connaissance. Elle portait encore en ses murs l'écho de milliers de leçons patientes, de récitations appliquées, de problèmes d'arithmétique résolus à la craie grasse sur l'ardoise, de dictées de Fénelon copiées à la plume sergent-major dans des cahiers à réglure CIS. Ici, pas de tableau numérique interactif, pas d'ordinateur portable, pas de connexion Internet au débit, rien que cette pédagogie simple et efficace qui avait fait ses preuves pendant des décennies et qui privilégiait l'effort personnel, la mémorisation patiente, le travail bien fait plutôt que les effets de mode technologique qui changeaient chaque année au gré des lubies ministérielles. Mais c'est en découvrant le mot que tante Clémence avait laissé à mon intention, posé bien en évidence sur le bureau directorial, que j'ai compris que ce déménagement n'était pas une fuite, mais une renaissance programmée de longue date par cette femme exceptionnelle qui avait consacré sa vie à l'instruction publique. Le petit mot de tante Clémence, écrit sur son papier à lettres personnelles orné de ses initiales entrelacées, tremblait légèrement entre mes doigts tandis que je le lisais debout dans cette classe inondée de la lumière dorée du couchant aveyronnais. « Mon cher Alain, » disait sa calligraphie parfaite d'institutrice d'autrefois, formée au plein et au délié dans les écoles normales de la Troisième République. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as enfin compris que ton salut se trouvait ici, dans cette école qui a été ma vie pendant 40 années de bonheur professionnel. Ne crois pas que je t'abandonne seul dans cette aventure. J'ai tout préparé pour ton arrivée, jusqu'au moindre détail pratique qui pourrait t'inquiéter en tant que citadin habitué au confort moderne. Effectivement, tout avait été pensé et organisé avec cette minutie bienveillante dont seules sont capables les vraies éducatrices qui savent anticiper les besoins et les angoisses de leurs protégés. La maison de fonction avait été entièrement rénovée pendant l'été par les artisans locaux sous la supervision de M. Pradel. Plomberie et électricité aux normes, chauffage central au fioul, cuisine équipée, salle de bain avec douche à l'italienne, isolation thermique renforcée pour affronter les hivers rigoureux de l'Aubrac.
Le jardin potager avait été bêché et préparé pour les plantations de printemps, les rosiers taillés, les arbres fruitiers élagués et même une réserve de bois de chauffage soigneusement empilée sous un auvent attenant à la maison témoignait de la prévoyance touchante de ma tante disparue. Les premiers jours dans cette nouvelle existence ont été une révélation permanente, une redécouverte émerveillée de ce que peut être l'enseignement quand il s'exerce dans des conditions idéales, loin des contraintes administratives kafkaïennes et des problèmes disciplinaires chroniques qui empoisonnent la vie des établissements urbains. 17 élèves âgés de 6 à 11 ans, tous fils et filles d'agriculteurs, d'artisans ou de commerçants du village et des hameaux environnants, m'attendaient ce lundi matin d'octobre avec cette curiosité respectueuse et cette soif d'apprendre que j'avais oubliée depuis si longtemps dans les lycées lillois où l'indiscipline et l'indifférence régnaient en maîtres absolus. Ces enfants de la campagne possédaient encore cette fraîcheur d'âme, cette spontanéité naturelle que la civilisation urbaine étouffe précocement chez ces rejetons gavés de télévision et de jeux vidéo. Ils arrivaient à pied ou à bicyclette des fermes alentours, les joues rosies par l'air vif du matin, les yeux brillants d'intelligence native et de curiosité jamais rassasiée, portant leurs cartables usés avec cette fierté simple des enfants qui considèrent encore l'école comme un privilège et non comme une corvée obligatoire. Pas de téléphone portable dans les poches, pas de marques vestimentaires ostentatoires, pas d'agressivité gratuite ou de vulgarité précoce, juste cette politesse naturelle, cette gentillesse instinctive, ce respect spontané de l'adulte enseignant qui caractérise les communautés rurales où l'éducation reste une valeur partagée par toutes les familles. La classe unique, loin d'être un handicap pédagogique comme le prétendent les théoriciens de l'éducation nationale, s'est révélée un formidable laboratoire d'expérimentation didactique qui me permettait d'adapter mon enseignement aux rythmes individuels de chaque élève, de créer une véritable émulation entre les différents niveaux, de développer l'entraide et la solidarité entre les plus grands et les plus petits. Pendant que les CP apprenaient laborieusement leurs premières syllabes en suivant ma baguette de merisier sur le tableau, les CM2 résolvaient en silence leurs problèmes de géométrie et les CE1 recopiaient consciencieusement leurs mots de vocabulaire dans leur cahier du jour à couverture rouge. Cette pédagogie différenciée, qui exigeait de ma part une préparation minutieuse et une attention constante aux besoins spécifiques de chacun, me redonnait le goût de l'effort intellectuel et de l'innovation didactique que j'avais perdu dans la routine abrutissante des cours magistraux répétés mécaniquement devant des amphithéâtres bondés d'étudiants passifs. Ici, chaque enfant avait un nom, une personnalité, une histoire familiale que je découvrais peu à peu au fil des compositions, des récitations, des conversations à bâtons rompus pendant les récréations sous les marronniers de la cour où nous ramassions ensemble les châtaignes pour les griller dans la cheminée de la classe pendant les after-midi d'hiver. Mes soirées prenaient une saveur nouvelle dans le silence de cette maison de fonction où seul résonnait parfois le ululement d'une chouette effraie et le bruit lointain du torrent qui dévalait des hauteurs de l'Aubrac. Fini les embouteillages stressants du retour à Lille, fini les corrections hâtives de copies bâclées dans l'atmosphère enfumée et bruyante de mon appartement urbain. Ici, je prenais le temps de préparer soigneusement mes leçons en puisant dans la riche bibliothèque pédagogique que m'avait léguée tante Clémence. Je corrigeais avec attention et bienveillance les devoirs de mes petits élèves en personnalisant mes appréciations et mes conseils. Je concevais des projets éducatifs ambitieux qui valorisaient les richesses du patrimoine local et les savoir-faire traditionnels de la région. Cette redécouverte de la vocation enseignante dans sa pureté originelle s'accompagnait d'une renaissance personnelle qui touchait tous les aspects de ma nouvelle existence aveyronnaise. Mon corps se fortifiait au contact de l'air pur des montagnes et d'une alimentation saine composée des produits frais que me vendaient directement les parents de mes élèves. Fromage de brebis de la ferme des Pradines, agneaux élevés au pâturage par les Bonafous, légumes du potager des Rouquettes, miel de châtaignier de l'apiculteur Labrousse qui m'initiait peu à peu au secret de ces ruches installées dans la châtaigneraie communale. Cette existence simple et authentique, rythmée par les saisons et les travaux agricoles plutôt que par les échéances administratives et les réformes pédagogiques venues d'en haut, me réconciliait progressivement avec moi-même et avec le métier que j'avais choisi par vocation dans ma jeunesse idéaliste. Mais c'est la découverte d'un carnet caché par tante Clémence dans le secrétaire de ma chambre qui allait donner une dimension nouvelle à cette renaissance professionnelle et personnelle, révélant le véritable secret de cette école si particulière.
Le carnet de cuir rouge que j'avais découvert dans le tiroir secret du secrétaire de ma chambre, dissimulé sous une pile de factures anciennes et de lettres jaunies, portait sur sa couverture gaufrée ces mots tracés à leur fin. Chronique de l'école de Saint-Feu-de-Mercoire, 1920 à 2019. Les premières pages, rédigées d'une écriture appliquée à l'encre violette, racontaient l'arrivée de mon prédécesseur, M. Anatole Bertrand, instituteur fraîchement émoulu de l'école normale de Rodez, dans ce village perdu de l'Aubrac où l'école communale végétait sous la direction d'un vieil homme aigri qui ne savait plus transmettre sa passion éteinte depuis longtemps par les difficultés de la vie rurale et l'indifférence des autorités académiques. Page après page, ce journal pédagogique unique retraçait un siècle d'enseignement dans cette classe aux murs jaunes, révélant une lignée exceptionnelle d'instituteurs et d'institutrices qui avaient tous connu, à un moment de leur carrière, cette même renaissance professionnelle et personnelle que j'étais en train de vivre moi-même. Tous étaient arrivés ici épuisés, déçus, au bord de l'abandon, fuyant la médiocrité et la bureaucratie des établissements urbains, et tous avaient retrouvé dans cette école miraculeuse le sens profond de leur vocation première. Anatole Bertrand venait d'une banlieue industrielle de Saint-Étienne, où il s'enlisait dans l'enseignement de masse. Marie Ducrot, qui lui avait succédé en 1955, quittait les HLM de Sarcelles où elle dépérissait. Pierre Molinier fuyait un collège difficile de Marseille. Et tant Clémence elle-même avait débarqué ici en 1978, après un passage catastrophique, dans un lycée parisien de la banlieue nord. Ce carnet révélait également le secret de cette réussite pédagogique constante. Chaque titulaire de l'école avait développé une méthode d'enseignement personnalisée qui s'appuyait sur les richesses du terroir aveyronnais et sur la spécificité de cette classe unique, où l'émulation entre les âges remplaçait avantageusement la compétition stérile des établissements surbookés. L'histoire de France enseignait ici en visitant les dolmens préhistoriques d'Écosse, les châteaux médiévaux du Rouergue, les bastilles du XIIIe siècle qui parsemaient la région. La géographie prenait vie à travers l'étude des transhumances traditionnelles, l'observation des changements climatiques sur les pâturages d'altitude, la découverte des richesses géologiques du Massif central. Les sciences naturelles s'épanouissaient dans l'observation directe de la faune et de la flore locale, la création d'un herbier collectif, l'étude des cycles agricoles qui rythmaient la vie du village. Mais surtout, ce carnet dévoilait l'existence d'un réseau secret d'instituteurs ruraux qui s'était donné pour mission de préserver et de transmettre cette pédagogie humaniste menacée par la standardisation technocratique de l'enseignement moderne. Tant Clémence correspondait régulièrement avec ses homologues de villages isolés des Cévennes, du Cantal, de la Lozère, échangeant méthodes pédagogiques, expériences didactiques, trouvailles littéraires pour maintenir viva cette flamme de l'instruction publique à la française qui avait fait ses preuves pendant plus d'un siècle avant d'être sacrifiée sur l'autel de la rentabilité et de l'efficacité supposée des grandes structures urbaines. 6 mois après mon installation, l'évolution de mes petits élèves dépassait mes espérances les plus optimistes et confirmait la justesse de ces méthodes traditionnelles remises au goût du jour. Louise, 8 ans, fille de l'éleveur Malpel, qui bégayait timidement à la rentrée, récitait maintenant avec assurance le corbeau et le renard en détachant parfaitement chaque syllabe et en comprenant toutes les subtilités morales de la fable. Julien, 10 ans, fils du boulanger Séguret, qui rechignait aux exercices d'écriture, rédigeait désormais de petites nouvelles pleines de fraîcheur et d'imagination en s'inspirant des légendes avéronaises que nous découvrions ensemble pendant nos sorties pédagogiques dans la lande. Emma, 6 ans, la plus petite de mes CP, déchiffrait couramment ses premiers livres de lecture et commençait à écrire de sa propre initiative de courts poèmes sur les saisons qui révélaient une sensibilité littéraire précoce et prometteuse. Cette renaissance collective de l'appétit d'apprendre chez mes élèves se doublait d'un phénomène plus large qui touchait l'ensemble de la communauté villageoise. Les parents retrouvaient le chemin de l'école pour participer activement à la vie pédagogique, organiser des expositions de métiers traditionnels, proposer leurs compétences spécialisées pour enrichir notre programme d'éveil, financer bénévolement l'achat de matériel pédagogique moderne pour compléter harmonieusement notre équipement traditionnel. L'école redevenait le cœur battant du village, le lieu de convergence et de fierté collective qu'elle aurait toujours dû rester dans la vision républicaine originelle de l'instruction publique.
Mes soirées prenaient une dimension nouvelle depuis que j'avais entrepris de tenir à mon tour ce carnet de bord pédagogique, consignant jour après jour les progrès de chaque enfant, les innovations didactiques que j'expérimentais, les découvertes littéraires que nous faisions ensemble, les projets éducatifs que nous élaborions en commun. Cette pratique réflexive, qui me rappelait les plus belles heures de ma formation initiale à l'école normale, quand nous apprenions à analyser nos gestes professionnels et à théoriser notre expérience de terrain, me redonnait le sentiment exaltant d'être un chercheur en pédagogie plutôt qu'un simple exécutant de programmes décidés ailleurs par des bureaucrates qui n'avaient jamais mis les pieds dans une vraie classe. Le printemps aveyronnais transformait chaque jour un peu plus le paysage qui entourait notre école, faisant exploser les bourgeons des marronniers de la cour, tapissant les prés de narcisses sauvages de Primevère, réveillant les ruches de M. Labrousse dans un concert joyeux de bourdonnements laborieux. Mes élèves et moi profitions de ces après-midi ensoleillés pour transformer notre classe en école buissonnière, étudiant directement sur le terrain la géologie des causses, la botanique des sous-bois, l'astronomie à travers l'observation de ce ciel nocturne aveyronnais d'une pureté inimaginable pour des yeux habitués à la pollution lumineuse des villes. Cette pédagogie du plein air, préconisée déjà par Célestin Freinet et les grands pédagogues du mouvement de l'école moderne, prenait ici tout son sens et toute son efficacité, transformant chaque sortie en leçon de choses grandeur nature où l'émerveillement remplaçait l'ennui, où la curiosité spontanée se substituait à l'effort contraint, où l'apprentissage redevenait ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, un plaisir partagé entre un maître passionné et des disciples enthousiastes unis, dans la même quête de connaissance et de beauté. Mais c'est l'annonce inattendue que je reçus ce matin de mai qui allait donner une dimension nouvelle à cette aventure pédagogique et confirmer que mon destin était définitivement lié à cette école miraculeuse. La lettre officielle de l'inspection académique de l'Aveyron était arrivée un matin de mai particulièrement radieux, glissée dans ma boîte aux lettres entre une publicité pour un salon agricole et la facture du plombier qui avait réparé la fuite de l'évier de la classe. Le papier à en-tête républicain, orné des armoiries de la France et de la devise tricolore, portait la signature de l'inspecteur d'académie en personne, M. Régis Barthélemy, que je ne connaissais que de réputation mais dont j'avais entendu dire le plus grand bien par mes collègues de l'enseignement rural. Monsieur Dubois, lisais-je avec une émotion croissante, vos résultats pédagogiques exceptionnels à l'école de Saint-Flour-de-Mercoire ont attiré notre attention et celle du ministère de l'Éducation nationale qui souhaite faire de votre établissement une école pilote pour l'expérimentation d'une pédagogie rurale innovante. Cette reconnaissance officielle de notre travail me comblait de fierté professionnelle, mais elle s'accompagnait d'une proposition qui bouleversait tous mes projets d'avenir. Le ministère me proposait de diriger un centre de formation pour instituteurs ruraux qui serait créé dans notre village même, transformant l'école communale en véritable laboratoire pédagogique où viendraient se former les futurs enseignants destinés aux zones rurales défavorisées. Cette mission nationale d'envergure me permettrait de transmettre à grande échelle les méthodes que j'avais redécouvertes et perfectionnées ici, de former une nouvelle génération d'instituteurs passionnés et compétents capables de faire revivre l'enseignement rural français dans toute sa richesse et toute sa spécificité. La proposition incluait des moyens considérables, construction d'un internat pédagogique pour accueillir les stagiaires, création d'une bibliothèque spécialisée dans l'enseignement rural, dotation en matériel informatique et audiovisuel de pointe, recrutement d'une équipe de formateurs triés sur le volet parmi les meilleurs spécialistes de la pédagogie différenciée et de la classe unique. Mon traitement serait revu substantiellement à la hausse, j'obtiendrais le statut de maître formateur avec possibilité de détachement pour des missions d'expertise internationale, et surtout, je pourrais continuer à enseigner à mes chers petits élèves de Saint-Flour-de-Mercoire qui deviendraient en quelque sorte les cobayes privilégiés de cette expérimentation pédagogique d'envergure nationale. Cette perspective enthousiasmante s'accompagnait cependant d'une transformation radicale de mon existence aveyronnaise qui me plongeait dans des abîmes de perplexité et d'interrogation anxieuse. Allais-je pouvoir préserver cette authenticité, cette simplicité, cette proximité humaine qui faisait tout le charme de ma nouvelle vie, une fois que mon école serait devenue un centre de formation officielle fréquenté par des dizaines de stagiaires venus de toute la France? Comment concilier cette mission de rayonnement national avec mon désir profond de continuer à cultiver ce bonheur tranquille d'instituteur de village que j'avais mis si longtemps à retrouver après mes années d'errance urbaine?
L'été aveyronais déployait ses fastes autour de notre petit paradis pédagogique, transformait notre école en une oasis de fraîcheur et de sérénité où venaient se ressourcer non seulement mes élèves en vacances, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents, tous les habitants du village qui avaient pris l'habitude de considérer cette école comme leur bien commun le plus précieux. Les grandes vacances ne signifiaient plus pour moi cet exil forcé dans un appartement urbain étouffant, mais l'occasion de préparer tranquillement la rentrée suivante, d'enrichir ma documentation pédagogique, de perfectionner mes méthodes d'enseignement en m'inspirant des ouvrages spécialisés que je commandais chez les libraires spécialisés de Rodez et de Millau. Mon jardin potager, hérité de tante Clémence et considérablement agrandi sous mes soins attentifs, nourrissait désormais non seulement ma table quotidienne, mais aussi celle de mes voisins les plus âgés qui ne pouvaient plus bêcher ni semer comme autrefois. Cette solidarité villageoise spontanée, cette entraide naturelle entre générations, cette économie du don et du partage qui caractérisait encore les communautés rurales traditionnelles me réconciliait définitivement avec une humanité que j'avais cru disparue à jamais dans l'individualisme forcené et la compétition généralisée de la société urbaine contemporaine. Mes soirées d'été sous la tonnelle de ma maison, un livre de pédagogie ouvert sur les genoux et un verre de vin de Marcillac à portée de main, comptait parmi les heures les plus douces de cette existence nouvelle qui m'avait rendu à moi-même et à ma vocation première. Les grillons chantaient dans les lavandes du jardin, les chauves-souris dessinaient leur arabesque silencieuse dans le crépuscule violet des montagnes, et au loin, les cloches de l'église romane égrenaient les heures avec cette régularité millénaire qui berçait les nuits aveyronaises depuis des siècles et des siècles. C'est par une de ces soirées parfaites de juillet, alors que je relisais pour la 10e fois la proposition du ministère en sirotant une tisane de verveine cueillie dans mon jardin, que j'ai pris la décision la plus importante de ma carrière d'enseignant. J'accepterai cette mission de formation, mais à mes conditions, en préservant jalousement l'âme de cette école miraculeuse et en refusant tout ce qui pourrait dénaturer son caractère authentique et familial. Le centre de formation se ferait discret, respectueux de l'environnement villageois, intégré harmonieusement au rythme saisonnier de la vie rurale. Ce soir-là, en contemplant une dernière fois les murs jaunes de mon école dans la lumière dorée du couchant aveyronnais, j'ai su que j'avais trouvé ma vraie place dans l'existence, que cette école et ce village m'avaient définitivement guéri de toutes mes blessures urbaines et réconcilié avec le plus beau métier du monde. Demain, j'écrirai ma réponse à l'inspection académique, et dans quelques mois, de jeunes instituteurs passionnés viendront apprendre ici l'art difficile et merveilleux d'enseigner dans la France profonde, perpétuant ainsi cette lignée d'éducateurs dévoués qui font honneur à notre République depuis plus d'un siècle. Les murs jaunes de l'école de Saint-Flour-de-Mercoire brillaient comme un phare de sagesse et d'humanité dans la nuit qui tombait doucement sur l'Aubrac, promettant à d'autres enseignants égarés la même renaissance que j'avais eu la chance de vivre dans ce petit coin de paradis pédagogique, où les enfants apprennent encore que l'instruction est le plus beau des cadeaux et que l'amour du savoir peut illuminer toute l'existence.